Donc je vais m'intéresser à ces deux constituants. Voyons tout d'abord le principe de fonctionnement d'un système électrochimique. Alors un système le plus simple, c'est un sandwich formé de deux conducteurs électroniques, ce sont souvent des électrodes, et d'un conducteur ionique, c'est deux lames mécaniques donc, qui plongent dans une solution aqueuse. Alors voilà le schéma, donc on a les deux électrodes de part et d'autre, et puis la solution qui contient les ions. Alors, ce qui se passe sous l'effet d'un champ électrique, on va avoir une des électrodes qui va être chargée positivement et l'autre qui va être chargée négativement, je détaillerai plus tard, et puis les ions qui se déplacent dans le milieu électrolytique. Donc suite à un déplacement, on va avoir des charges qui vont être attirées par la cathode qui est chargée négativement et l'anode qui est chargée positivement. Et donc suite à ça, il y a des réactions d'oxydoréduction à l'interface de chaque électrode. Alors, l'étude du fonctionnement d'un système électrochimique implique l'examen de trois principaux points. Le premier point, c'est l'étude des propriétés du milieu électrolytique en absence de champ électrique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire si un électrolyte il est fort ou faible, son coefficient d'activité et sa concentration. Le deuxième point, c'est l'effet du champ électrique sur le milieu électrolytique. Ça veut dire quoi? C'est la mobilité des ions, le nombre de transports et la conductivité vis-à-vis au champ électrique. Et puis le troisième point, c'est l'étude de l'interface électrode-solution. Donc cette étude comporte l'aspect thermodynamique et l'aspect cinétique. L'aspect thermodynamique, donc elle fait appel à l'Eurodonner, c'est le potentiel d'équilibre, donc je vais l'étudier plus tard. Et l'aspect cinétique, elle comporte donc la vitesse de réaction électrochimique, les surtensions d'électrodes et l'impédance des cellules électrolyses, ce qu'il a fait la semaine dernière le monsieur Canada. Alors, maintenant l'électrochimie et ses applications. Donc, l'application de l'électrochimie, elle est utilisée dans différents domaines. Donc, dans notre cas, elle est utilisée comme une technique de synthèse, donc c'est l'électrosynthèse, ce qu'on appelle électrodéposition. Le deuxième point, c'est les traitements de surface. Ensuite, donc l'explication des phénomènes de corrosion. Elle est utilisée aussi pour le stockage et les conversations de l'énergie, les méthodes d'analyse et de mesure, la conductimétrie et la spectroscopie d'incidence électrochimique, et puis en environnement et biologie, en électrodialyse. Alors, je vais passer maintenant au deuxième point, c'est les notions fondamentales des réactions d'oxydoréduction, le calcul de degré d'oxydation et l'aspect thermodynamique. Alors, je vais commencer par définir un oxydant. Un oxydant, donc, c'est un corps susceptible de capter des électrons et de se réduire. On dit capter des électrons ou bien gagner des électrons. Le réducteur, c'est un corps susceptible de céder des électrons et de s'oxyder. Donc, il va libérer des électrons. Je prends un exemple. Donc, le Ci2+, on a une réaction de Ci2+, plus deux électrons qui donnent Cu. On parle donc, c'est une réaction de réduction puisqu'il y a capture d'électrons ou gain d'électrons. Donc, le Ci2+, il a capté deux électrons. Là, le Cu, donc, c'est le réducteur. Et le Ci2+, c'est l'oxydant. La deuxième réaction, c'est le fer qui donne le fer de plus deux électrons. Donc là, c'est une réaction d'oxydation puisqu'il y a libération d'électrons ou perte d'électrons. D'accord? Donc le fer, il joue toujours le rôle de réducteur et le Fe2+, c'est le rôle de l'oxydant. Alors, une petite remarque, les électrons n'existent pas au milieu électrolyte. Il y a toujours un échange électronique entre deux couplets redox. C'est-à-dire, on ne peut jamais parler d'une demi-réaction, on parle toujours d'une réaction globale. Donc, on a toujours deux couples redox qui sont mis en jeu. L'un qui perd, l'autre qui gagne des électrons. Alors, l'équation bilan d'oxydoréduction est obtenue donc par une combinaison linéaire de deux demi-équations redox. Donc j'ai fait le cas ici général. Donc un couple redox OX1 RED1. Donc la première réaction c'est OX1 plus N électrons qui donne RED1, donc c'est une réduction. La deuxième c'est une oxydation du RED2 pour donner le OX2. La réaction globale, ce qu'on appelle la réaction d'oxydoréduction, c'est-à-dire qu'il y a oxydation et réduction en même temps. Donc cette réaction, on note bien qu'elle ne fait pas intervenir des électrons. Donc
ceci veut dire que c'est le nombre d'électrons qui a été accepté ou bien capté par l'oxydant 1, c'est lui-même qui a été cédé par le RED 2. Ou bien on fait un équilibre avec un confusion. Donc si je reviens à mon exemple de Ce2+ et de fer, la réaction globale d'oxydoréduction, c'est Ce2+ plus Fe qui donne Cu plus Fer2+. Donc cette réaction, elle fait intervenir de part et d'autre 2 électrons. Passons maintenant au degré d'oxydation. Passons maintenant au degré d'oxydation. Ce qu'on appelle degré d'oxydation ou nombre d'oxydation, c'est un outil conventionnel permettant donc, de classer les divers composés d'un élément sur une échelle de nombre d'oxydation et d'équilibrer les réactions de redox. Donc c'est à partir de degré d'oxydation qu'on peut dire qu'une espèce va jouer le rôle d'un oxydant ou d'un réducteur selon le degré d'oxydation. Le nombre d'oxydation, donc c'est le nombre d'électrons perdus ou gagnés par l'atome. C'est la somme des nombres d'oxydation est égale toujours à la charge totale. Donc là, il y a 3 cas en fait possibles. Soit qu'on a un ion simple, donc son nombre d'oxydation, c'est égal au nombre algébrique de la charge. Je prends toujours l'exemple de Ce2+. Donc pour lui, le nombre d'oxydation, son degré d'oxydation, c'est égal à plus 2. Alors par convention, le degré d'oxydation, on le crée toujours par un chiffre romain. Donc le Ce2+, il a 2 charges positives, donc son nombre d'oxydation, c'est égal à plus 2. Je prends l'exemple d'une molécule polyatomique non chargée. La somme de nombre d'oxydation, c'est égal à 0. Par convention, on prend toujours le nombre d'oxydation de l'hydrogène, c'est égal à plus 1. Et le nombre d'oxydation de l'oxygène, c'est égal à moins 2. Je prends l'exemple d'une molécule d'eau. La molécule d'eau, donc, elle contient 2 ions H d'hydrogène et puis un atome d'oxygène. On a dit que l'hydrogène, il a un degré d'oxydation plus 1 et l'oxygène, il a un degré d'oxydation moins 2. Donc la molécule, elle est neutre, la somme, c'est égal à 0. Je prends le cas d'une molécule de HNO3, d'une molécule de HNO3. Donc on veut déterminer le degré d'oxydation de l'azote dans le milieu. Là on a dit, donc l'hydrogène, c'est plus 1, plus le nombre d'oxydation de l'azote, généralement on le note par X, plus donc 3 fois, puisqu'on a 3 atomes d'oxygène, fois moins 2 le degré d'oxydation de l'oxygène, et la somme qui est égale à 0. Donc on détermine le nombre d'oxydation de l'azote qui est égal à plus 1. Donc on dit que l'azote, il a un nombre d'oxydation de plus 1. Je prends maintenant le cas d'un ion complexe. Ion complexe, donc c'est une molécule qui est chargée. La somme de degrés d'oxydation, c'est égal au nombre algébrique de la charge. Je prends un exemple d'ion permanganate, donc Mn au 4-. Le degré d'oxydation de manganèse, plus 4 fois le degré d'oxydation de l'oxygène, le total qui est égal à moins 1, la charge de la molécule. Donc c'est égal à moins 1, le nombre d'oxydation de manganèse, donc c'est plus C. D'accord? Alors, il y a des espèces où le degré d'oxydation peut changer. Par exemple, je prends le fer, on peut avoir le fer 2+, le fer 3+, le fer 0. D'accord? Donc, il change en fonction du milieu. Un petit rappel, dans le tableau périodique, donc l'électronégativité, elle diminue du haut vers le bas. Elle augmente de gauche vers la droite. Donc, l'élément le plus électronégatif, c'est donc le fluor. Inversement, donc, c'est le degré d'oxydation le plus faible. Famine, ça va? Passons maintenant à l'aspect thermodynamique. Alors, lorsqu'on plonge une lame de métal noble, donc platine, dans une solution contenant à la fois l'oxydant et les réducteurs, dans un cas donc le fer 2+ et le fer 3+, on enregistre une différence de potentiel électrique entre le métal, c'est-à-dire l'électrode, et la solution, et le milieu électrolytique. Donc le potentiel d'oxydoréduction qu'on note E oxyrède, alors j'ai oublié de vous dire, en fait, le couple, ça s'écrit toujours l'oxydant sur le réducteur. D'accord? Donc le potentiel d'oxydoréduction, c'est la force électromotrice d'une cellule dans laquelle l'anode, qui est l'électrode standard d'hydrogène, qui a par convention
un potentiel nul. On définit aussi le potentiel standard d'oxydoréduction du couple noté E0. C'est le potentiel pris dans les conditions standards. C'est quoi les conditions standards? Donc c'est une pression partielle des gaz est égale à 1 bar, une concentration des solutés qui est égale à 1 mol par litre et les solides qui sont purs dans leur phase. Hein? Les conditions standards sont les pressions partielles des gaz qui est égale à 1 bar, la concentration des solutés qui est égale à 1 fois molaire et les solides qui sont purs dans leur phase. Plus fort. Aïe, c'est ce mot-là. Les solides sont purs, c'est meilleur. Le potentiel des solides. C'est pas le potentiel. Là, le potentiel standard, il est pris dans les conditions, ces conditions-là. C'est-à-dire que la pression, elle est égale à 1 fois 1 bar et la concentration. Parce que, en fait, tous ces paramètres vont intervenir dans la loi de Nernst. Ils vont intervenir là surtout. Donc, alors, je finis ce point-là, après je réfléchis. Donc, le potentiel d'oxydoréduction, il est donné par la loi de Nernst. La loi de Nernst, c'est E équilibre qui est égal à E0, le potentiel standard, plus RT sur NF, log de la concentration de l'oxydant sur le réducteur. Dans le cas où on travaille avec des gaz, c'est des pressions. Dans le cas où on a travaillé avec des solides, c'est des activités. D'accord? Donc, ce terme-là, E est égal à E0, lorsque ces termes-là sont nuls. Donc, de 1 égale à? Donc, de 1 égale? solide sont tous dans leur phase. معناها الفاز معناها solide plutôt solide solide là il compte phase. Bien sûr, lorsqu'il est dans une phase non pure, donc son activité est différente de Pour les solides, on prend l'activité. Oui, l'activité. En fait, tous ces points, c'est pour annuler ce terme. Donc ce qui va rester, c'est E qui va donner E0. Voilà, c'est ça. C'est la définition du potentiel standard. Alors, en plus du calcul des potentiels, donc le potentiel standard sont utilisés aussi pour prévoir le sens d'évolution spontanée d'une réaction d'oxydoréduction. C'est-à-dire quoi? Alors, on classe les couples selon leur pouvoir oxydant et réducteur. D'accord? Donc, sur une échelle des potentiels d'oxydoréduction, le potentiel le plus élevé, c'est celui qui a le pouvoir oxydant le plus fort. Donc, j'ai rassemblé quelques couples redox ici avec leur potentiel standard, c'est-à-dire E0. Donc, en allant du bas vers le haut, le pouvoir oxydant est croissant. Et le couple OR 3 plus OR, c'est lui qui présente le potentiel le plus élevé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que AU3 plus, c'est l'oxydant le plus fort. D'accord? Inversement, si je vois dans l'autre sens, le pouvoir réducteur le plus croissant, c'est en allant du haut vers le bas. Donc le couple qui a un pouvoir réducteur le plus élevé, c'est le lithium. D'accord? Et ces potentiels donc, sont classés par rapport au couple le plus connu, c'est H plus H2, qui a un potentiel standard nul. Un pouvoir réducteur, ça veut dire lui, c'est lui qui va réduire le plus. Je vais l'expliquer par la suite. C'est un pouvoir réducteur. Il va réduire, il va se réduire. Il va se réduire. Il va arracher le temps de l'environnement. Oui. Alors, je donne un exemple ici. On a donc une première expérience, une solution qui contient donc de Ce2+, en bleu, dans laquelle on flèche donc une lame d'aluminium, une électrode d'aluminium. Au bout d'un certain temps, on remarque qu'il y a une décoloration de la solution cuivrée et à la fois un dépôt de cuivre qui se dépose à la surface de l'aluminium. Sans aucun potentiel. Sans aucun potentiel. Maintenant, si je vois le sens inverse, en fait, je prends une solution de Al3+, dans laquelle on plonge une lame de cuivre.
au bout d'un certain temps, on note en fait rien, ni au niveau de la solution, ni au niveau de l'électrode. Alors, pour expliquer ceci, en fait, il faut voir quelles sont les réactions qui sont mises en jeu de part et d'autre. Bon, pour la deuxième expérience, il n'y a pas de réaction, c'est surtout en fait en première expérience qu'on va voir les réactions qui ont été mises en jeu. Donc, puisqu'on a une décoloration de cuivre, ceci veut dire que le Ci2+, il est transformé en Cu. Donc, on a une réduction du cuivre. D'accord? Inversement, puisqu'on a des électrons qui sont mis en jeu, on a dit que les électrons doivent être captés, et puisque là, c'est des électrons qui ont été captés, donc ils proviennent d'une réaction, forcément d'une réaction contraire, c'est-à-dire d'une réaction d'oxydation. Donc l'oxydation qui peut avoir lieu, c'est l'aluminium, donc la plaque de l'aluminium qui a été oxydée pour donner donc 2Al3+, plus 3 électrons. Les Al3+ sont présents en solution. Et la réaction donc globale, pour avoir le même nombre d'électrons, on nous a dit, donc il faut multiplier la première par 3 et puis la deuxième par 2. Donc on va avoir 2Al plus 3 Ci2+, qui donne 2Al3+, plus 3 Ci. C'est la réaction en fait qui a été mise en jeu, donc la réaction d'oxydoréduction. Donc on a bien noté que la réaction a lieu seulement dans le premier sens, puisque là on note rien, donc il n'y a pas de réaction dans l'autre sens. Ceci donc, fait appel à l'application, ce qu'on appelle la règle de gamma. Alors, on fait appel à ce qu'on a montré tout à l'heure, le pouvoir oxydant croissant. Donc, je reviens sur le tableau précédent. Si vous remarquez ici, on fait que le couple Ci2 plus Cu, il a un potentiel de 0,34 volts. Par contre, le Al3 Al, il a un potentiel de moins 1,6. Alors, ce qui va se passer, puisque le Ci2+, il a un pouvoir oxydant très élevé par rapport à Al3+, donc le Ci2+, il va réagir avec l'aluminium en tant que réducteur le plus puissant pour donner le Al3+, et le Cu. Pouvoir réducteur. Le pouvoir réducteur, l'aluminium, il a le pouvoir réducteur le plus puissant. Et le Ci2+, il a un pouvoir oxydant. Pouvoir oxydant, il va oxyder l'aluminium. Il va oxyder l'aluminium. Alors, je reviens sur ça. En fait, le Ci2+, il va réagir avec l'aluminium pour donner le Al3+, et le Cu. Donc, on écrit bien la lettre gamma dans le sens. Est-ce qu'on peut noter les énergies, le potentiel d'oxydoréduction en échelle? Et comme ça, lorsque je vais décrire une réaction, je peux prévoir, voilà, celui-là a un potentiel d'oxydoréduction. En puissance de prédiction. Ça veut dire ça, c'est un couple d'oxydoréduction de 0,34. Et l'autre, c'est de moi. Sur une échelle comme ça. Oui, c'est ce que j'ai fait en fait. C'est ce que j'ai fait là. En fait, là, j'ai marqué une échelle en fonction des valeurs des potentiels standards. Et en fait, ce tableau-là, on peut le trouver partout. C'est général. Oui, c'est une réaction chimique. Sans application chimique. Il n'y a pas d'électro chimique. Il n'y a pas d'électro chimique. Il faut 2 électrodes. C'est-à-dire, moi je le souhaitais, avec ce schéma-là gamma, vous mettez les potentiels d'oxydation de 0,4 là, c'est moins 4, moins 1. C'est pour ça que je suis revenue en fait en diapo précédent. J'ai oublié de donner les valeurs ici. Ça, j'ai oublié. Je prends le deuxième exemple. Donc là, je prends deux solutions, donc C2+, dans lequel on plonge une lame de cuivre, et du Cn2+, dans lequel on plonge du zinc. Et là, on fait un système électrochimique, donc avec un circuit extérieur pour imposer un courant. Donc, maintenant, je fais le sens inverse, c'est-à-dire je regarde les valeurs des deux couples C2+, et Zn2+, je reviens toujours au tableau, puisque je n'ai pas mis les valeurs. Donc C2+, c'est 0,34. Et le zinc, il a un potentiel standard de moins 0,76. Donc on note bien que le Ci2+, il a toujours un pouvoir oxydant plus élevé que le Zn2+. Donc la réaction qui va avoir lieu, donc ça va être le Ci2+, qui réagit donc avec le zinc pour donner du Zn2+, et du Cu. Donc le Ci2+, il va donner le Cu. Donc c'est une réaction de réduction. Donc Ci2+, plus 2 électrons qui donnent le Cu
et le cuivre, donc il va jouer le rôle d'une cathode dans ce cas. Inversement, le zinc qui va s'oxyder pour donner de Zn2+, donc c'est une oxydation, et donc là, le zinc, il va jouer le rôle d'une anode. Et la réaction globale, ça va être Ça, c'est un ampère maintenant. Je n'ai pas appliqué une tension. Ah, juste un pont salin entre les deux. Vous connaissez ce que ça veut dire un pont salin? Donc, à retenir, par convention, l'électrode qui est le siège de l'oxydation, elle est toujours appelée anode, et l'électrode où se produit la réaction de réduction sera toujours appelée la cathode. D'où on parle donc d'oxydation anodique et de réduction cathodique. Alors, je reviens sur ce point parce que c'est très important. En fait, les électrons quittent donc l'anode et circulent dans le sens électrique extérieur pour atteindre la cathode. Et le nombre d'électrons libérés à l'anode doit toujours être égal au nombre d'électrons consommés à la cathode. Donc, une réaction d'oxydoréduction ne contient pas d'électrons. Dans le circuit extérieur, le courant circule toujours de plus ou moins selon la convention des électriciens et les électrons circulent en sens inverse. L'anode et la cathode peuvent avoir des signes différents selon qu'on travaille en pile ou en électrolyseur. Je prends un exemple, donc deux plaques de platine plongées dans une solution d'acide sulfurique, H2SO4. Alors, si j'applique un potentiel entre les deux électrodes, on va avoir l'une qui va jouer le rôle d'une anode, on va avoir une libération d'électrons, donc oxydation. La molécule qui va s'oxyder, c'est la molécule d'eau, qui va donner donc de l'oxygène et des protons H+, plus les électrons. Les électrons donc, vont circuler dans un circuit extérieur pour arriver à la cathode et seront consommés par les ions H+, provenant de l'acide, pour donner de H2. Donc, on a de part et d'autre deux gaz, l'oxygène et le H2. Pour n'importe quel potentiel? Hein? Pour n'importe quel potentiel? Non, c'est pas pour n'importe quel potentiel. Alors, je reviens donc, donc l'oxygène et le H2, ce qu'on appelle en fait le domaine de stabilité de l'eau. Alors, parmi les réactions qui limitent en fait les réactions d'oxydoréduction, c'est la décomposition du solvant qui est dans notre cas l'eau. Donc, en réduction, en cathode, ce qu'on va avoir, c'est un dégagement d'hydrogène. Donc, le couple qui est mis en jeu, c'est H plus H2. Il a un potentiel standard de 0. Donc, la réaction qui est... Par convention. Par convention, oui. Les potentiels standards, Coulomb, c'est par convention. Donc, 2H plus 2 électrons qui donnent H2 lorsqu'on travaille en milieu acide. Par contre, lorsqu'on travaille en milieu basique, on a la molécule d'eau qui réagit avec les électrons pour donner de H2 et des OH-. Alors, ça c'est en réduction, en cathode. Et le potentiel, donc si je reviens à la loi de Nernst, le potentiel d'équilibre s'écrit toujours E0 plus RT sur NF log de l'oxydant et le réducteur. L'oxydant ici, donc c'est les protons H+, et le réducteur, c'est les H2. Si je travaille à pression atmosphérique, on va avoir E équilibre qui est égal à moins 0,06 fois le pH. Lorsque je regarde la réaction qui se réalise en anode, c'est-à-dire oxydation de l'eau, on va avoir un dégagement d'oxygène. Et le couple donc, qui est mis en jeu, c'est O2H2. Les deux réactions qui peuvent avoir lieu, selon qu'on est en milieu pH acide ou basique, on a le H2O qui donne l'oxygène plus H+, ou bien les OH- qui donnent l'oxygène plus H2O. Donc, selon la loi de Nernst, toujours, E équilibre est égal à 1,23, c'est le potentiel standard du couple oxygène-H2O, moins 0,06 pH. Alors, ces deux droites, en fait, ça limite le domaine de stabilité de l'eau. Donc, à l'intérieur de ce domaine, l'eau est stable, donc toutes les réactions d'oxydoréduction sont possibles, thermodynamiquement. À l'extérieur de ce domaine, la décomposition de l'eau a lieu et donc les réactions ne peuvent pas avoir lieu. Alors, 23, c'est le potentiel standard du couple O2H2O. 1,23, c'est le potentiel E0 du couple O2H2O. Alors, voilà le diagramme de stabilité thermodynamique de l'eau.
potentiel fonction du pH. Donc, à l'intérieur, c'est-à-dire dans la zone en blanc, l'eau est stable, donc les réactions peuvent avoir lieu thermodynamiquement, je répète toujours que c'est thermodynamique. Au-dessus de la droite, en orangé, donc on va avoir une oxydation de l'eau. Donc l'oxygène, il a un pouvoir oxydant le plus fort, donc c'est lui qui va réagir. Inversement, en réduction de l'eau, c'est le H2 qui a un pouvoir réducteur le plus puissant et c'est lui qui va interréagir. Donc si je prends le diagramme de stabilité de zinc, donc nous, ce qu'on a généralement lorsqu'on forme du ZNO, c'est du Zn2+, qui va donner du ZnOH2. Alors, on est dans ce domaine-là, d'accord? Si je travaille à une droite au-dessus, en fait, on va avoir du H2, dégagement de H2, surtout à la cathode. D'accord? Donc, on va avoir ça qui nous perturbe. Donc, pour avoir du ZnOH2, en fait, on doit aller dans ce sens-là. Et ce qui se passe, en fait, lorsqu'on augmente, on fait du barbotage, donc on crée des ions OH-, donc le pH va aller dans ce sens-là, et puis on forme du ZnOH2 à la surface qui va se transformer en ZnO. Donc, le diagramme potentiel pH, il permet de résumer les réactions qui sont thermodynamiquement possibles, mais il ne fournit aucune information sur la cinétique de la réaction. Est-ce que vous avez des questions? Donc en fait, l'eau, elle a deux couples redox. Et la différence, c'est combien? 1,123 électronvolts. C'est pour cette raison-là, dans les piles à combustible, vous connaissez les piles à combustible qui fonctionnent avec les carburants, c'est l'hydrogène et l'oxygène. Elles délivrent qu'ils ont un potentiel inférieur à 1,23 volts, avec un courant de 1 ampère par centimètre carré. Donc ça, c'est l'un des paramètres qu'on peut mesurer pour les piles à combustible. Donc en fait, on utilise toujours des électrolytes pour faire des réactions d'électrolyposition. Donc, pardon. Un 23, c'est un pH de 0. pH 0. Mais 0,006 fois le pH, c'est donc, je vais m'intéresser maintenant à l'étude du milieu électrolytique en donnant donc les différents types de milieux et les phénomènes de transport qui vont réagir dans un milieu électrolytique. Alors, je reviens toujours à mon schéma. Donc, un système électrochimique, il est constitué toujours par deux électrodes, conduction électronique, et un milieu électrolytique où on va avoir une conduction ionique. Donc, il permet le transport du courant par déplacement de ces ions. Il existe donc plusieurs types de milieux électrolytiques. Le plus connu, c'est la solution électrolytique. Elle est constituée donc par un solvant moléculaire, généralement l'eau, plus une soluté. Parmi ses propriétés, c'est la solvatation ou l'ion solvateur. Le deuxième milieu, c'est un solvant ionisé ou sel fondu. C'est un mélange de cation plus ion. Alors, parmi ses propriétés, c'est qu'ils ont une grande mobilité et conductivité. Par contre, ils nécessitent une haute température de fusion. On trouve aussi les solides cristallins. Alors, ils permettent la conduction des ions suite aux défauts intrinsèques dans leur réseau cristallin. Donc, ils ont une grande rigidité. Et enfin, on trouve pour les piles à combustible des membranes échangeuses d'ions. Ce sont des membranes donc, de polymères sur lesquelles sont greffés des groupements sulfate, NH4+, et CO-. Et c'est grâce à ces groupements qu'on va avoir un transfert des espèces électroactives, que ce soit le H+, ou bien l'oxygène. Alors, je vais m'intéresser au milieu électrolytique, c'est-à-dire les solvants électrolytiques. Le plus courant, donc, c'est le solvant eau plus soluté. Les solutés peuvent être des acides, des bases ou des sels. Le rôle du solvant, donc, il a une action dissociante,
c'est-à-dire qu'il permet le partage de la molécule en plusieurs particules ou ions. Il permet la solvatation de ces ions libres et c'est un liquide qui est pratiquement non conducteur du courant électrique. C'est pour ça qu'on l'utilise toujours avec une solidité. Voilà, un solidité. Alors, les types de solvants, le plus connu c'est l'eau. On trouve aussi des liquides organiques, les alcools ou amides, les liquides inorganiques, l'acide sulfurique, fluorhydrique, nitrique ou l'ammoniac. Parmi les propriétés de solvant, donc, il doit avoir un pouvoir ionisant et un pouvoir solvatant très important. Ces deux propriétés donc, sont liées à la constante diélectrique et au moment dipolaire. Et enfin, un domaine d'électroactivité assez vaste. Donc, je reviens sur ce terme, le domaine d'activité assez vaste, parce qu'on va travailler en fait dans le domaine où l'eau ou bien le solvant est stable. Donc, je définis le domaine d'électroactivité, c'est le domaine où on peut travailler sans avoir une décomposition du solvant. Alors, la décomposition du solvant, en fait, c'est des limitations qui vont empêcher d'effectuer des réactions électrochimiques vers les milieux très oxydants ou vers les milieux très réducteurs. Il est donc impossible d'oxyder une substance qui s'oxyde à un potentiel plus élevé que l'oxydant du solvant et impossible de réduire une substance dans un solvant facilement réductible, ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc le domaine de l'électroactivité dépend aussi de la cinétique des réactions de transfert de charge. Exemple, le domaine d'électroactivité de l'eau seule est différent du domaine d'électroactivité de l'eau plus acétone, ou bien de l'acétoroélectrine, ou bien les sels fondus. Alors, généralement, expérimentalement, pour augmenter le domaine d'électroactivité, on travaille avec des solvants organiques ou bien des liquides ioniques. En fait, ils ont des propriétés d'avoir un domaine d'électroactivité beaucoup plus vaste. Mais ça reste le facteur de prix et puis d'impureté surtout sur les produits. Dans le cas où les solvants sont protiques, c'est-à-dire qu'ils contiennent des protons, le domaine d'électroactivité est limité par la réaction de dégagement d'hydrogène, donc la réaction qu'on a prise tout à l'heure, que ce soit donc l'eau, l'acide sulfurique ou l'acide acétique. Dans le cas où les solvants sont aprotiques, donc on utilise généralement lorsque les protons sont gênants, donc lorsque notre couple présente un pouvoir oxydant beaucoup plus faible que l'eau, dans ce cas-là. Donc le processus électrochimique peut être étudié dans des solvants, ce que j'ai dit, organiques, tels que le diméthylformamide en réduction, ou bien l'acétonitrile et le chlorure de méthylène en oxydation. Alors, j'ai parlé, on a dit que le milieu électrolytique il est constitué par solvant et soluté. J'ai parlé du solvant, maintenant le soluté. Le soluté, donc, c'est un mélange, que ce soit acide, base ou sel. Alors, qu'est-ce qui permet? C'est un soluté ou ce qu'on appelle généralement électrolyte support. Il doit présenter donc une bonne conductivité ionique. Il permet de solubiliser les réactifs présents en milieu électrolytique. C'est un composé qui doit être fortement dissocié. Il est 100 à 1000 fois plus concentré que les espèces électroactives. Alors, c'est pour ça, en fait, généralement, en manip, lorsqu'on utilise l'électrodéposition, on utilise des sels tels que le KCl et on l'utilise à une concentration beaucoup plus élevée. C'est en fait pour augmenter le pouvoir dissociation. Ces ions doivent être donc surtout électro-inactifs, c'est-à-dire qu'ils ne participent pas aux réactions d'électrodes ou bien ne modifient pas la concentration des espèces qui sont présentes, soit par précipitation, soit par compressation. Je prends un exemple, lorsque je vais déposer donc de Hg plus à la surface d'une électrode, il est strictement interdit d'utiliser comme soluté du KCl. Pourquoi? Parce qu'on a en fait la constante de précipitation du KCl qui est très importante. Donc dès que je mets du KCl en solution en présence de Hg+, on va avoir du HCl qui est précipité. Et on peut attendre jusqu'à l'infini pour avoir l'électrodéposition sans aucun effet. D'accord? Donc il faut que l'espèce ou bien l'électrolyte support ne doit pas être électroactif. Il est choisi donc de telle sorte que ces ions sont difficiles à s'oxyder et se réduire en milieu. Donc je donne quelques exemples de solutés. Le KCl, généralement le plus utilisé, le NaCl, le KNO3,
le HCl, l'acide sulfurique, le LiClO4 ou NaOH. Donc jusqu'à maintenant, nous avons étudié le milieu électrolytique sans intervention d'un circuit extérieur, sans avoir une influence du champ électrique. Maintenant, on va voir quelle est l'influence du champ électrique lorsqu'on applique un courant dans le milieu électrolytique. Alors, sous l'effet d'un champ électrique, on va avoir donc un déplacement des ions dans le milieu électrolytique. Alors, je reviens toujours à mon schéma. Donc, si j'applique un potentiel entre les deux électrodes, on va avoir un déplacement. Donc, l'anode qui va perdre des électrons, elle va être chargée donc, négativement, le schéma l'anode qui va être chargée, qui perd des électrons, donc elle va être chargée positivement, donc elle va attirer les ions qui sont chargés négativement, c'est-à-dire les anions. Inversement, la cathode qui va recevoir des électrons, elle va attirer les cations chargés positivement. Donc de part et d'autre, on va avoir les ions qui vont être attirés par les électrodes. Les substances, ou bien les ions qui réagissent aux électrodes peuvent être transportés de trois façons différentes. Alors, les trois phénomènes de transport sont la migration, c'est les transports des ions sous l'influence d'un champ électrique appliqué, c'est-à-dire que lorsque j'applique un champ électrique, on va avoir la migration des ions selon leur charge. La diffusion, c'est le transport dû à une différence de concentration dans le milieu électrolytique. Il s'établit donc un gradient de concentration. Et la convection, c'est lorsque les ions sont entraînés par le mouvement dans l'ensemble du fluide suite à une agitation mécanique. Donc, je peux écrire en fait la densité de courant comme étant le flux de matière des ions transportés fois la charge de transporter. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de déterminer le flux de matière. L'expression de flux des espèces transportées en milieu électrolytique s'écrit de la façon suivante. Donc, J, c'est un terme de diffusion, puis un terme de migration et un terme lié à la convection. Alors, la résolution de cette équation, c'est assez compliqué. Donc, il faut faire des simplifications. Alors, première simplification, c'est le terme de migration. Alors, la migration, comment on peut la simplifier? Soit, on va dire que la migration s'annule pour les espèces électroactives non chargées. Donc, je rappelle que la migration, c'est un transport dû aux charges des ions, donc suite à une application d'un champ électrique à l'extérieur. Soit, ce qui nous intéresse le plus, c'est ce point-là, en fait, c'est la présence d'un électrolyte support dans le milieu électrolytique qui va assurer le transport du courant. La migration des espèces est négligeable. Alors, j'explique ce point. Je dis tout à l'heure que le milieu électrolytique, l'électrolyte support, il est utilisé à une concentration 100 à 1000 fois plus concentrée. Donc, les espèces qui sont présentes au milieu électrolytique, c'est-à-dire la concentration des ions des électrolytes support, c'est 100 à 1000 fois plus concentré que les espèces électroactives qu'on veut réagir. Donc, la migration de ces espèces va être très supérieure à celle des espèces électroactives, ce qui fait qu'on peut négliger le terme de migration. Donc, ce terme-là. Et donc, par la suite, on va dire que le régime, il est de diffusion convective et donc il obéit à la couche de Nernst présentée par ce schéma. Donc, à l'interface de l'électrode solution, on va avoir le phénomène de diffusion qui va imposer. Dans la solution, c'est le phénomène de convection. Le phénomène de convection, je vous rappelle, c'est dû à une agitation mécanique. C'est-à-dire que lorsque je veux annuler le phénomène de convection toujours à l'interface, je ne vais pas faire d'agitation de la solution. Donc, ce qui va me rester, c'est seulement le terme de diffusion. Et donc, l'équation va s'écrire. Et donc, l'équation J va s'écrire, donc, moins D, c'est le coefficient de diffusion, fois le gradient de concentration. Le gradient de concentration, c'est la différence entre la concentration en solution et la concentration à l'interface de l'électrode. Or, à l'interface de l'électrode, on va avoir des réactions d'oxydation ou de réduction. Donc, cette concentration-là, elle va être très faible par rapport à la concentration en solution.
Donc le terme gradient de concentration, ça va être C étoile sur epsilon, avec epsilon c'est la distance, c'est la couche lumineuse en fait. Donc on peut définir donc la densité de courant, je reviens à la formule dès le début, la densité de courant, donc c'est N, F, S, la surface de l'électrode, fois D, la constante de diffusion, fois C sur epsilon. Donc maintenant je vais parler des réactions aux électrodes. Alors, les réactions à la surface des électrodes obéissent à deux aspects. L'aspect thermodynamique, ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait, qui fait intervenir le potentiel d'équilibre, la formule fondamentale du système électrochimique et le sens d'évolution des réactions, donc la réaction à l'évolution dans le premier sens ou dans le deuxième sens. Maintenant, l'aspect cinétique, c'est l'étude des mécanismes réactionnels, donc schéma réactionnel, et l'étude des vitesses des réactions. Ainsi, on peut définir donc une surtension d'électrode, N, qui est égale à EI, avec EI, c'est le potentiel sous courant d'électrode, moins E équilibre, c'est-à-dire lorsque j'applique rien. Alors, je reviens sur le fait que le système électrochimique il est constitué par plusieurs phases conductrices. Donc, il est déjà constitué par deux électrodes de conductivité électronique et un milieu électrolyte, la conductivité ionique. Donc, suite au contact de deux phases conductrices, on va avoir une différence de potentiel électrique, c'est-à-dire qu'il va avoir un transfert de charge, ion ou électron, d'une phase à l'autre. Donc, ici, j'ai présenté le contact, lorsqu'on a un contact donc métal avec une solution électrolytique, nous avons dit donc à l'électrode, à l'interface là, on va avoir des réactions d'oxydoréduction. Par contre, dans la région de surface électrode, on va avoir des équilibres, ce qu'on appelle absorption et désorption. Donc la réaction, en fait, pour arriver à la réaction d'oxydation et de réduction, il y a des équilibres qui se passent avant, en fait, en solution. Donc, les réactions électrochimiques donnent lieu à la fois à des processus faradiques et non faradiques. Les processus faradiques, c'est les transferts d'électrons à travers l'interface métal-solution, donc c'est les réactions d'oxydation ou de réduction, et donc qui obéissent à la loi de Faraday. Le seul courant correspondant, c'est le courant faradique. Et les processus non faradiques, tels que l'absorption et la désorption, en fait, ce qui se passe dans la zone au milieu, donc il y a absorption et désorption, donc c'est ce processus, il y a deux types de courants qui sont responsables de ce processus. Donc, le courant extérieur capacitif, c'est les modifications du potentiel, de l'air de l'électrode et de la composition de la solution, et le courant capacitif de charge et de décharge. C'est l'étude des phénomènes transitoires en régime non stationnaire. Le courant donc global va s'écrire, c'est le courant faradique plus le courant capacitif. Si l'impédance faradique est infinie, le courant faradique est nul et l'électrode est dite idéalement polarisable. Si les réactions d'électrodes sont suffisamment rapides, on dit qu'on est à l'état d'équilibre. Donc je vais m'arrêter là. La prochaine fois, je vais présenter donc l'aspect cinétique et je vais surtout parler donc des méthodes générales, des techniques, des méthodes en électrochimie, donc les différents types de méthodes, le domaine d'utilisation de chaque méthode, le principe de fonctionnement, et puis je m'intéresse plutôt à la partie expérimentale, donc les cellules électrochimiques, le rôle des électrodes et les paramètres qui peuvent influencer sur l'évolution, et je donnerai quelques exemples et astuces sur l'électrochimie dès que je pense. C'est à vous de poser les questions. Ответ на вопрос.
كملوا Oui. الماجي أحمد. أحمد سويسي. Alors, juste une petite remarque. Tout ce qui est électrodéposition, tout ce qui est électrochimie, actuellement, ça entre dans le programme des prépas. C'est vrai, monsieur. Donc, c'est devenu quelque chose qui a un potentiel, parce que pas mal de choses utilisent tout ce qui est phénomène d'électrochimie, les capteurs, les piles, les batteries qu'on a ici dans ces petites batteries. Donc vraiment, quelque chose qui devient de plus en plus important. Et maintenant, c'est entre dans le programme des étudiants de prépa, à l'IPS, partout. Donc c'est une formation fondamentale, une formation aussi avec des applications expérimentales. Oui. Dans les solides. Comment peut-on j'ai mis plutôt dans la fin, en fait, parce que j'ai parlé des différents types de milieux électrolytiques. J'ai dit qu'on peut trouver des milieux électrolytiques solides cristallins et la conductivité en fait est assurée par les défauts intrinsèques. Voilà, pour les solides cristallins, en fait, la conductivité ionique est réalisée par les défauts intrinsèques. À travers les défauts, le solide cristallin, il a des défauts. C'est les défauts qui vont transporter la charge. Par Ionisation. Par ionisation. Qu'est-ce que ça veut dire par électron? il n'y a pas d'électrons au milieu électrolytique. On ne va pas avoir d'électrons. L'électron, c'est dans le circuit extérieur. C'est-à-dire l'ion migre d'un site Voilà, à un autre. c'est ça. En fait, c'est le déplacement de l'ion. Juste une petite remarque. Nous avons ici deux circuits. Là, nous avons deux circuits. Le premier, c'est un circuit ionique, c'est l'électrolyte. Et le deuxième circuit, c'est un C'est un circuit circuit électrique. électronique. Qui fait conduire seulement les électrons. Donc, j'ai deux porteurs de charge, c'est les ions et les électrons. D'accord? Alors, je me pose la question. Parce que je reviens à l'eau. Je reviens à l'eau parce que c'est l'exemple le plus simple, et c'est le plus naturel, c'est le plus abondant, et si on comprend ce qui se passe avec l'eau, après on peut tout comprendre. Il y a deux groupes de redox. Il y a l'eau pour donner l'oxygène, il y a l'eau H plus H2 et le O2 H2O. Et la différence de potentiel entre les deux, C'est 1,23. 1,23. Alors, j'ai deux groupes de redox. Maintenant, je me mets dans mon système qui est formé par la contre-électrode. On n'a pas parlé ici de contre-électrode. Oui, en fait, j'ai parlé seulement de deux électrodes, c'est-à-dire la cathode et l'anode. Donc, la séance prochaine, je vais parler plutôt expérimentalement, donc la contre-électrode, l'électrode de travail et la référence. Contre-électrode, l'électrolyte, électrode de travail. Et mon circuit électrique. J'ai un système thermodynamique qui est formé par 4 sous-systèmes. Et les sous-systèmes, physiquement, sont différents. Un, c'est l'électrolyte. Et je définis l'électrolyte par sa concentration, par son pH et par les potentiels des redox possibles. D'accord? Température, parce que tout ça, ce sont des paramètres qui influent
ce n'est pas ce qu'on appelle ça, ce n'est pas le même thermodynamique. Alors, je peux aller vers maintenant l'électrode contre-électrode. Est-ce que c'est du platine? Est-ce que c'est de l'aluminium? Est-ce que c'est de l'or? Donc, il est défini par son travail d'extraction, on appelle le potentiel le travail du vide. Et je peux aller maintenant vers la contre-électrode de travail. Est-ce que c'est un métal ou bien c'est un semi? Et tout ça, ça fait un système thermodynamique. Chacun va intervenir avec ses propriétés intrinsèques, que ce soit semi-conducteur, que ce soit métal, que ce soit électrolyte. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Tout dépend de la température, du pH, potentiel appliqué, comment va s'orienter le système, comment va réagir. On ne peut expliquer ça que thermodynamiquement. C'est de la statistique aussi. C'est aussi de la statistique. Tout ce statistique, tout ce thermodynamique après, et après tout ce qui est cinémonique. Il y a la thermodynamique, mais il y a aussi la cinétique. La cinétique aussi. La vitesse de la réaction et puis les constants. Alors, la prochaine fois, je ne sais pas, est-ce que c'est madame la prochaine fois, c'est vous qui va continuer, cet exposé-là. Et à la fin de cet exposé-là, on va vous montrer des choses filmées. C'est des démonstrations, comment on a pu avoir une électrodéposition des couches de CI2O, des nanophiles de ZNO, des couches, et quels sont les paramètres sur lesquels on doit jouer, quelles sont les conditions. Oui, en fait, ça fait partie de ma présentation. D'accord. Je peux faire une présentation pour les transparents et puis montrer l'expérience à faire. Montrer l'expérience par vidéo. D'accord. Alors, l'électrodéposition, c'est des techniques très utilisées industriellement parce que je peux faire le dépôt sur n'importe quel support. Plastique. Non, n'importe quel support, non, c'est un support qui soit conducteur. Conducteur, oui. Je peux rendre tous les supports conducteurs. Est-ce que c'est du verre, c'est du métal, tout. Vous connaissez tout ce qui est chromé, là, tout ce qui est chromé. Hein? Tout ce qui est chromé, c'est pour les poignées des portes, industrie automobile. On utilise tout ce qui est la technique de l'électrodéposition parce qu'elles peuvent faire travailler. On travaille en fait sur des surfaces assez vastes et puis c'est simple. C'est simple. Est-ce que vous avez des questions? Oui. L'autre fois, monsieur en a parlé à propos du déplacement des électrons au niveau du circuit électronique. Donc on a dit que l'électron ne se déplace pas, mais c'est la charge qui se déplace. C'est son énergie. C'est son énergie. Oui. Si l'électron se déplace, tu vas avoir après des conducteurs chargés. Si se déplace, tu vas perdre des électrons. Ce qui se déplace, c'est l'énergie. Ce sont des oscillateurs. Les électrons, ce sont des oscillateurs. Regardez, ce sont des oscillateurs. Dans la colle vibrante, vous avez fait tout ça, c'était là en secondaire. Est-ce que la matière se déplace? C'est l'énergie que donne à la matière, c'est cette énergie qui se déplace. Dans la nappe vibrante de l'eau, c'est l'énergie qui se propage. Et je vais revenir à ce point, c'est que j'ai entendu que vous avez dit que l'électron va se déplacer. Oui. Les électrons, oui, c'est une probabilité de présence. Mais quel que soit à la fin. C'est les électrons qui sont dans la couche externe, qui sont libres, qui vont se déplacer. Par contre, les électrons mais je dois les compenser. Mais ils sont compensés. C'est-à-dire dans le filament de microscope électronique électronique, vous savez comment le faisceau de cendre, ce n'est pas un photon. Le faisceau de cendre, c'est un faisceau d'électrons. Et comment on le produit, ce faisceau d'électrons? J'ai un petit filament que je chauffe. J'ai des électrons qui deviennent en surface du métal. Et j'ai de l'accélère pour avoir un faisceau. Et après, j'utilise des aimants magnétiques pour avoir un faisceau de diamètre très fin et un faisceau monochromatique. Alors,
si j'utilise ce filament de façon indéfinie, s'il n'est pas relié à la masse, je vais avoir quelque chose de chargé. Et après, je ne peux plus avoir les électrons qui se vont sortir. Donc, il est toujours être à la masse pour me donner cette pompe-là d'électrons. Ça, en fait, quoi? Si on dirait que les électrons restent où ils sont. D'accord? En fin de compte, c'est la masse qui vous produit ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'était intéressant? Hein? Ça l'a mis un peu cette l'oxydation, les électrolytes, et ça va servir de grandeur physique. Juste pour la différence énergétique pour la forme réduite et la forme oxydée. Cette notion de 1,23. Dans ce cas, est-ce que vous pouvez exploiter l'application de l'analyse, par exemple, chimique? Ça veut dire, en fait, ce qu'on fait, c'est 15. Cette différence énergétique, le potentiel de réduction, c'est-à-dire la forme réduite de l'eau, c'est moins 0,6 pH. Donc pour la forme oxydée, c'est 1,23 moins 0,0. La différence énergétique entre la forme réduite et la forme oxydée vaut 1,23. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la signification physique de 1,23, c'est le potentiel standard du couple O2H2O. C'est le potentiel standard, c'est E0 du couple O2H2O. La réaction qui est mise là, le couple qui est mis là, pardon, c'est l'oxydant qui est l'oxygène et la molécule d'eau, la dégradation de la molécule. Nous, on est en oxydation. Là, l'oxygène a été oxydé ou réduit? L'oxygène, non, c'est l'eau. On va avoir l'oxydation de l'eau. L'oxydation de l'eau, elle produit de l'oxygène. D'accord? C'est l'oxydation de l'oxygène. C'est l'oxydation de l'eau. Non, regardez, j'ai O2, c'est 0. C'est l'oxydation de l'eau. Oui, en Angleterre, On ne peut pas dire l'oxydation de non, l'oxygène. regarde. L'oxygène, c'est un oxydant. Il va se réduire à l'oxygène. Il ne va pas s'oxyder. Non, je parle de l'eau, H2O. Le degré d'oxydation de l'oxygène, c'est -1. Moins 2, on parle moins 2. Et là, c'est. Faites attention. Alors là, c'est un diatome, c'est-à-dire il a un degré d'oxydation de 0, l'oxygène. Là, il y a 0, on va dire قداش عنده. Dans l'eau, dans la molécule d'eau, il a un degré d'oxydation de moins 2. Donc il ne va pas passer de moins 2 à 0. À moins de à 0. Donc il est l'oxydation. C'est l'oxydation de qui? De l'eau. De l'oxygène. Non, de l'eau. On traite en fait dans le domaine de stabilité de l'eau. On traite le domaine de stabilité de l'eau. Donc, de part, on a la réduction de l'eau pour former le H2 qui nous gêne à la cathode. Inversement, en oxydation, on va avoir de l'oxygène, c'est un gaz qui va nous gêner à la neutre. Donc c'est pour ça en fait qu'il faut travailler dans le domaine de stabilité de l'eau. Et le 1,23, je reprends, c'est le E0 du couple. Comme on a le E0 du couple, H plus H2 est égal à 0, c'est par convention en fait. Le E0, c'est le potentiel du couple. J'applique toujours la même loi de Nernst. E équilibre est égal à E0 plus RT sur un F log de l'oxydant sur le réducteur. Dans la réaction où on a l'oxydation de l'eau, on va avoir donc 1,23 qui est E0, moins 0,06 fois le pH, puisque j'ai considéré que l'oxygène, on travaille à pression atmosphérique, donc 1 molaire. Donc ça dépend de E0 du couple et du pH. Alors, je vais poser une question. Alors, pas mal de étudiants, pas mal de travaux de recherche, on fait le dépôt par imprégnation. C'est-à-dire, par exemple, je prends du silicium polo. Qu'est-ce que j'ai comme silicium polo? Silicium polo.
C'est-à-dire, regardez, je peux faire le dépôt. Le dépôt par imprégnation, c'est une réaction d'oxydation. Par imprégnation, ça veut dire. Imprégnation, juste. Mais comment ça va coller? C'est par absorption en fait. C'est des phénomènes d'absorption qui se passent. Il n'y a pas de. Une électrodéposition, elle nécessite un circuit extérieur. Attends, tu l'as montré avec le cuivre et l'aluminium. Oui, mais ça, c'est une réaction chimique. Il n'y a pas de circuit extérieur. Non, sans circuit extérieur. C'est-à-dire, je peux faire le dépôt. C'est-à-dire, j'ai une lamelle que j'ai nettoyée. C'est une substance, par exemple, de ZNO ou bien de TO2. Et je mets mon l'électrode, c'est-à-dire l'électrode système dans une solution. Je le laisse 2-3 heures. Et après. Est-ce que c'est des réactions d'oxydation? Oui, c'est des réactions d'oxydation. Sans potentiel. Mais ça nécessite en fait d'avoir les deux couples pour avoir en fait les un conditions transfert électronique. Ouais, c'est des conditions gamma. Ouais. Voilà. Je suis en train de poser des questions. C'est pour vous demander à poser des questions. Sûrement, chacun de vous a un problème qu'il est en train de traiter, mais il ne faut pas regarder l'aspect présentation seulement avec un angle fermé. Il faut s'ouvrir un peu. Des fois, c'est un phénomène chimique qu'il faut bien le comprendre. C'est un phénomène chimique qu'il faut le comprendre. Alors, peut-être un phénomène d'absorption. Ce que j'ai présenté en fait vers la Alors, je fin. pose la question. Il n'y a pas de problème de surface-interface avec comment est-ce que ça colle pas. Non, les conditions de surface et interface avec l'électronique. Des fois, je dois préparer la surface de mon système sur lequel je dois faire le dépôt.